I'm very happy to join you today, and I want to thank ENAC and thank you all for the invitation to be here. It's also, as Vincent said, about 20 years that I've been working on mobility studies and the new mobilities paradigm. So it's been a very interesting moment for me to reflect back on these 20 years. And today I'm going to speak about mobility justice as a necessary climate ethics for today. And let me begin with a little bit of thought about the pandemic and the mobilities and immobilities it has brought to our attention. The pandemic mobility disruption, we know, had massive economic and social dislocations, which both demobilized many of us and our normal daily routines, but it also remobilized the world in unexpected ways, exposing many issues of mobility injustice. It offered us an opening to begin using our streets differently when they were cleared of normal traffic, and many open streets were created for bicycling and walking. They enabled us to rethink tourism as the tourism market was paused and had to rethink the question of over-tourism. And then it also advanced more flexible work from home policies, remote work, virtual connections, and led to this opportunity for people to think about rebuilding local economies grounded in their own place or territoire. At the same time, though, it also reinforced the power of what we call the kinetic elite, those who have the most capabilities to self-determine their movement. It reinforced their power to protect themselves in bubbles of safety, that is, in their cars, often in second homes. Use of private jets increased, and through the combinations of remote work, either from home or often from other places where they were able to move to and still do work. And at the same time, it exposed the non-elites, which could be thought of as the mobility poor, but are also those who face forced or coerced mobility or unpleasant forms of mobility. It forced those groups into unsafe conditions of travel, unsafe work, exposure to the COVID-19 virus, and often to displacement and economic precarity, which are also forms of involuntary movement or mobility. And so we see these kind of conflicting effects. And at the same time, we're living through the ongoing question of climate immobilities and mobilities. And I use those terms together because they're always entangled. We know 1/3 of Pakistan is underwater at this very moment with extreme flooding. Much of the world is experiencing extreme heat waves, hurricanes, typhoons, the wildfires that have been burning all summer across Europe, the Western US, and of course, throughout the other parts of the world. And then the less predicted consequence of the war in Ukraine and the Russian control of natural gas supplies constricting EU energy markets and driving up fuel prices globally. So of course, we are all connected by these planetary events, and they are all connected to mobilities, logistics, and the burning of fossil fuel. So the question we could ask ourselves today is, how can post-pandemic policy and planning for decarbonization instigate more just, equitable, and sustainable mobilities and energy use? Can we create more equitable forms of dwelling and moving beyond the legacies of racial injustice, climate injustice, and mobility injustice? How might we recover habitability in a world on the threshold of ecological limits? And can we do that by fighting against the existing regimes of extraction, ecocide, and exploitation? My key argument is that sustainable mobility transitions must involve not just greening our core cities, that is, the kinds of policies that urbanism and transport policy and many of our sort of Green New Deal policies focus on, nor can they only involve retreating to the local and hoping
that we can rebuild ourselves just through local connections. But we also must recognize the extended urban systems, the global infrastructural spaces, and the extractive zones, such as mining, that together connect us to what could be called carbon form at a planetary scale. So from an architecture and transportation planning point of view, I want us to think beyond cities and to think about carbon form as a global form, and that mobility justice is necessary both to local changes within our cities and global changes that could support climate ethics today. So I'm going to just have two sections to my talk going forward. First, a quick glance back at 20 years of critical mobilities research. And I just want to say a little bit about what mobility justice means and where the concept came from. The kinds of publications you see here are ones that helped define the mobilities field and think about it. And you'll note that these are not just about urbanism or transportation. Mobility studies looks at wider networks of cargo, logistics, air mobilities, daily mobility, but also things like migration and mobile technologies and the mobile lives that people live within these contexts. So it's a very broad way of thinking about mobilities. And it draws on very transdisciplinary, multi-scalar, and often experimental methodologies and approaches. So in sociology, we talked about the new mobilities paradigm. In anthropology, important work around migration and regimes of mobilities. In geography, the work of Cresswell and others around constellations of mobility. Here in the European context, there's been quite a lot of work on sustainable mobilities and reflexive mobilities within risk societies by Kesselring, Frindal Peterson, and Vincent Kaufman's own work. Migration studies, bordering processes have been another important area of mobilities research, but also in architecture and design, we see Ole B. Jensen and collaborators working on designing mobilities and staging mobilities from above and below. Philosophers of kinopolitics and what Thomas Nail calls the kinocene. History and literature, arts and humanities, experimental work on futures. So many, many different fields have contributed to thinking in this particular new way about mobilities and their relation to the world. So mobility justice, in particular, is about thinking kinopolitically. Kino meaning movement, the politics of movement, and that all mobilities are political. The argument is that power and inequality are embedded in the governance and control of all forms of mobilities, immobilities, and dwelling, crossing of borders, as well as movement within personal embodied spaces. And these mobility regimes are premised upon differential control or self-determination of movement and uneven access to mobility space. And this control over mobilities and immobilities, we argue, has deep historical roots in patriarchy, colonialism, imperialism, racial capitalism. These differential mobilities are performative, that is, they are scripted into the mobility regimes, the spatial relations, the everyday practices that we live within and through. And we focus not just on movements of people, things, or vehicles, but also on how these are interrelated, shaped by and shaping unequal power relations through cultural and visual means as well as physical means. So virtual mobilities, communicative mobilities, all of these are involved. And ultimately, the mobilities paradigm challenges views of territories and places as fixed, as sedentary. And what we still see is a dominant notion that portrays societies as bounded, like that is the norm, and that we see in resurgent ethno-nationalist and bordering processes. And it's very important from this kind of question of global ethics to understand that places emerge out of complex relations of mobilities and movements. They are never bounded and singular. They are not sedentary and then become mobile.
there are mobilities, and then different forms of subjects and settled nations and places come out of those mobilities. So different forms of mobilities are always already entangled in producing and reproducing unequal social relations, whether on the local scale, the regional, national, or global scale. I'm going to move right ahead here. So finally, I just want to say on this point about thinking across entangled scales and systems. So I begin from bodies which are raced, gendered, classed, aged, have different abilities, and take that notion of the kind of immediate movement of our body and then link that to how we then access transportation and the dominant mobility regime, which is automobility, but other forms of active, walking, cycling, and then how this ties in to the urban level, the urban infrastructure, space, energy, communication systems. But then these too are shaped by transnational border regimes, mobility and migration. Who is able to access the right to the city? Who is the labor force within different places? Who maintains and cares for the mobilities of the city and our transportation systems? Who are the drivers? Who are the cleaners? All of these are linked to migration and mobility across borders. And then this is all linked to planetary mobilities, such as the movements of energy, of metals, or of CO2 emissions, of pollution and waste. And all of this then circles back. It impacts on our bodies, it impacts on our transportation system. So there's a loop across these different scales, which of course we see, especially with the COVID-19 pandemic. You can see how even smaller than the body itself are the viral mobilities, the nano mobilities, molecular mobilities within our bodies, and how those are linked to planetary mobilities also as the virus spread around the world. So that leads to another example, if we want to bring it back to the city scale. When we look at the pandemic, the shift to sort of promotion of active transport, the need for bike lanes. For example, here's the Rue de Rivoli, which was very much in the media attention when it was closed to car traffic. And this question I ask is, who represents cycling cultures and for whom? And the mobilities justice perspective asks, who is represented, who defines the space, who makes policy decisions, who designs infrastructure, what languages and imagery are brought to the table, and who is left out, who holds power, and whose mobility is policed, displaced, or arrested. And I contrast this image of Paris on the bottom with an image from New Orleans on the top, where what's called a slow roll was taking place. And in the United States, there are many cycling movements that contest the dominant regime of representation of bike mobility and offer alternative visions of who are cyclists, how do we ride, what's the purpose of riding. And this is just one example of the way mobility justice can sort of inform how we think about urban infrastructure. So I'm going to move quickly now to the second part of my talk. I know we don't have a lot of time because this is important. That was just to give some background on mobility justice as an issue. But what I want to focus on now is the idea of carbon form and what I call the coloniality of climate. And I should say this is based in part on my other book from 2020, which I hadn't mentioned yet, which is called Island Futures, Caribbean Survival in the Anthropocene. And many people think about mobilities in Europe, North America, or major cities around the world, but we also need to think about it more broadly. Carbon form is what shapes the space in which we live. Material cultures embed energy and form class structures and racialized infrastructures. And I use images from the 1940s when carbon form was being established, when the built environment of highways and skyscrapers and flying machines and autonomous vehicles was being imagined. And these imaginaries of infrastructure and energy culture prefigured desired forms of life.
As Matthew Huber has argued, fossil fuel elicits feelings of futurity and deeply felt visions of freedom and individualism. So the system of automobility is not just about a transportation technology, and it's not just this question of decarbonizing it, because it's an interlocking system of socio-ecological practices, racial regimes, industrial and business networks, etc. So to decarbonize, we must remake the territories that are shaped by carbon form and petrocapital, like this image from Mobile Gas of the entire planet wrapped in a drop of oil. It says, a new world is being born in America's petroleum laboratories, right, in the mid-20th century. So green transitions require us to look at broader issues of changing carbon form through responsibility for climate reparations, for paying loss and damages, for financing the displacement and the resource extraction impacts on ecologies and on people and on ongoing climate vulnerability. In my work on the Caribbean, I look at the coloniality of disaster, this question of how vulnerability to climate change is not just a product of natural conditions, it's a colonial condition. Many Caribbean governments and small island developing states are asking, what responsibility do the largest emitters of greenhouse gases have for climate disasters? And of course, we hear that coming from Pakistan this week as they are questioning who will pay for the rebuilding of the country. The question is not just one of climate adaptation then, but climate justice and paying our climate debt. So I have just a couple minutes left to kind of bring this to a conclusion about decolonizing mobility transitions. Mobility justice approaches challenge both green gentrification in cities where the racialized poor are displaced and unhoused in so many cities that have gone through low carbon transitions. And we have to also challenge climate colonialism, which is premised on extractive sacrifice zones for mining metals, which displace indigenous land and water protectors and other rural communities for the sake of the global energy transition. We cannot rely on mining of lithium or uranium or rare earth metals on indigenous lands or in the Congo, or building of massive hydropower dams in the Amazon, or oil and gas pipelines across North America or from Russia to the EU, which have been thought of as a sort of transition technology. We see the instability of that framework. So our mobility regimes exist in relation to planetary mobilities, movements of energy, flows of water, emissions of carbon dioxide, the release of pollution and deposition of waste. And we must recognize how all of these interact with the various natural cycles that shape the living environment and human habitat. So finally then, I come to a call to action, especially for ENAC, for architects and for planners and engineers and transportation advocates, to recognize colonial and imperial legacies, structures of uneven development, racialized harm and ongoing inequities through an approach that Malini Ranganathan and Eve Bratman call climate justice rooted in abolitionism, one that seeks to address racism and climate-induced harm together. We need to support infrastructural reparations and pay our climate debt. We need to shift planning power away from capture by kinetic elites through democratization and decolonization of local, regional, and global decision-making processes. We need to restrain the overconsumption of energy and excessive travel by elites. And I'm very interested in the call in France for banning private jet travel. We need to create policies and interventions for commoning, sharing, and caring mobilities that will challenge ongoing harm, inequity, and injustice. And we need energy transitions that will unmake global carbon form, pay for loss and damages, and decolonize immobilities, mobilities, and enclosures. And with that, I thank you for your attention, and I look forward to our discussion. Thank you. J'appelle peut-être les
panélistes, Madame Widmer, Madame Cogato et Paula Vogg, à nous rejoindre. Mais on va, comme on l'a fait ce matin, commencer cette session avec un sondage, une question qui vous est posée par Mentimeter. Et la question est la suivante. Quels seront les effets des crises Covid, de guerre en Ukraine, l'explosion des prix de l'énergie et cette canicule que nous venons de vivre sur la mobilité et l'aménagement du territoire? Accélération, ralentissement, ou est-ce que ça ne change rien au fond à terme? Voilà, vous avez quelques 15, 20, 30 secondes pour voter. Do you see the result of the vote, Professor Scheller? Do you see the slide? Yes. On est sur 50% en faveur de l'accélération, 23% qui pensent qu'on va ralentir, et aucun impact réel, 27%. Oui, il n'y a pas d'unanimité à proprement parler. Voilà, donc dans l'ordre, je vais peut-être demander à Madame Widmer, Ariane Widmer, urbaniste cantonale du canton de Genève. Vous êtes aussi la cheville ouvrière de la transformation urbanistique de l'Ouest lausannois. Voilà. Et j'aimerais que vous nous disiez ce que vous pensez de ce résultat. Bon, si vous voulez, peut-être avant de m'exprimer sur le résultat, c'est que je crois que cette crise, c'est sûr qu'elle accélère des choses, mais je crois que simultanément, elle va peut-être aussi ralentir. Je crois que la réponse, elle est, je crois, toujours double, et peut-être c'est ce qui rend aussi encore plus compliqué d'aborder cette question. Ce qui est certain, c'est que par exemple, dans le domaine du développement urbain, je dirais aujourd'hui, là où la crise nous a aidés à faire des grands pas en avant, c'est dans l'idée de transformer nos villes pour les rendre, pour en faire des villes de proximité, donc où on peut moins bouger, où on peut trouver des services à proximité, donc abandonner parfois la voiture. Je crois aussi que derrière cette crise, il y a peut-être des valeurs liées à plus de sobriété et plus de collectifs qui peuvent l'emporter, qui peuvent nous permettre à avancer, disons, pour trouver des réponses plus durables, plus justes, si j'ose dire. Et vous avez expérimenté ça à Genève sur des trucs très concrets. Oui. Les pistes cyclables. Oui, les pistes cyclables qui ont réussi à sortir quasiment en une nuit. Et puis je crois qu'il y a quand même un élan qui a été donné. La réduction de la vitesse dans les villes pendant la nuit à Lausanne, c'est énorme le pas qui est fait. Les autres villes sont en train d'enchaîner. Donc je crois que cette situation complètement hors norme, elle nous a donné du courage pour oser des choses et pour oser ou imposer ou changer de direction. Oui. Qu'est-ce que vous avez observé, Paula Vogg? Vous êtes, pour votre travail de master, en Hollande, à Delft, c'est ça, une petite ville. Voilà. Et là, on est, si j'ai bien compris, au royaume du vélo. Est-ce qu'il y a eu un changement avant et après le Covid, où on est déjà sur ce trend en Hollande qui est, c'est vrai, assez exemplaire, la Hollande? Oui, alors pour moi, c'était une expérience assez spéciale d'aller à Delft. C'est une très très petite ville et effectivement, il n'y a que des cyclistes partout. Tout le monde prend son vélo pour aller à l'université, pour faire ses courses, etc. On transporte aussi tout sur notre vélo. Et la dynamique de faire du vélo là-bas, c'est complètement différent qu'ici. Les règles, c'est plutôt on ne s'arrête pas. On essaye de s'intégrer dans le flow et le vélo, il a toujours priorité aussi. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu. Et j'ai fait aussi du vélo ici. Et donc, c'est vraiment très différent là-bas. Par contre, je dirais, en Pays-Bas, il y avait déjà toute cette infrastructure en place avec les pistes cyclables très, très connectées et déjà depuis avant le Covid. Mais évidemment, les temps du Covid, c'était beaucoup moins peuplé sur les rues et routes que maintenant, après le Covid. Et oui. Elena Cogato, vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Postcar World, qui a été publié avant le Covid. Maintenant, j'aimerais vous faire, de ce point de vue, du point de vue de cette recherche, qui est une recherche assez
voilà, importante dans la région, dans l'arc lémanique. Comment est-ce que vous interprétez les résultats de ce sondage? Oui, alors la question est très intrigante parce que moi, je pourrais répondre à la même question en me demandant si ces changements-là, l'augmentation de la durabilité, on a un grand effet sur la durabilité, en fait, si on la considère probable, est-ce que c'est ça qu'on nous demande? Est-ce que les effets de la crise de Covid probablement amèneront plus de durabilité? Ou on demande si les effets de la crise de Covid peuvent rendre possible de penser effectivement des grands avancements en termes de transition mobilitaire et durabilité. C'est-à-dire que moi, en tant que chercheuse, ce qui m'intéresse, c'est qu'une question comme ça me pousse à me questionner sur qu'est-ce qui, grâce à ces crises, rend davantage pensable et donc aussi possible la transition. Et je pense que ces crises-là nous ont aussi énormément aidés à ce sens. Personnellement, quand depuis des décennies aussi on me parlait de la possible transition vers un travail à distance, une idée de travailler chez soi sans plus bouger, et ce type d'idée de la société future, c'était pour moi une hypothèse, mais de laquelle je ne voyais pas forcément la vraisemblance. Avec la crise, nous avons effectivement, non seulement vu qu'elle était réalisable, mais on l'a expérimentée complètement. Et ça a impacté énormément les normes actuelles de notre travail. Alors, c'est ce dont on parlait ce matin avec le professeur Messerly, qui disait à quel stade est-ce qu'on en est. Il reprenait la classification de Kubler-Ross, le déni, la dépression, la prise de conscience, l'expérimentation, la décision, l'intégration. On y reviendra, mais j'aimerais poser la question, avant que vous répondiez quand même au call for action de Mimi Scheller, et aussi que vous réagissiez à cette notion de mobility justice. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Mimi Scheller, can you tell us what you think, how do you analyze the result of the Mentimeter survey? Yes, I mean, I agree with all of the commentaries so far, which is that we did see some wonderful openings and possibilities for accelerating the sustainability transition, especially in those cities that were able to build their bike infrastructure, build their cycle paths, extend them like Delft or Lausanne, and have more people out on the streets. We also saw that not just in Europe, but just a little bit in the United States, but also across Latin America in cities like Bogota, Mexico City, which also took the opportunity to advance cycle paths. But on the other hand, I think while it opened up imaginaries and possibilities, there's what you might call the unintended consequences or boomerang effects, where the pandemic created economic instabilities and logistical instabilities and blockages, as well as triggering war and in other places that then make it harder for us to make the sustainability transition. So in other words, where we see fuel prices going up, but people being upset and protesting against that, and the need to reopen coal-fired power plants, for example, in Germany, the need for people to demand return to automobility. So in the United States, we saw many more people return to their cars and car driving because our public transit systems were unable to respond effectively and were shut down. So just a lot of contradictory effects, I think, pulling and pushing in different directions. And it makes us have to imagine a more chaotic pathway towards transition, not a smooth one-way progress. Ouais, j'aimerais vous demander un peu comment vous vous positionnez par rapport à cet impératif, à cette injonction vers plus de mobility justice, sachant que c'est pas évident. Hein. Et là, j'aimerais que vous reveniez à votre réalité. Vous parlez, Professor Scheller, dans votre présentation, de green gentrification. Donc, on peut
voilà, aller vers plus de durabilité, mais il y a des effets de rebond. Et si on n'a pas une vue peut-être un peu générale, voilà, on a des effets qui sont finalement assez peu désirables. Mais d'abord, cette idée de mobility justice. Ariane Widmer. Exactement, je pense qu'on peut assez bien en parler à l'échelle du canton de Genève, qui a une particularité, c'est que c'est un canton qui est à l'étroit par rapport à la population qui voudrait y résider en quelque sorte. Et donc la question de la justice ou de l'équilibre ou de l'équité, c'est une question, je pense, qui est d'une très grande actualité dans ce territoire. Et je crois que la main publique, si j'ose dire, dans le cas présent, enfin, saisit ce rôle qu'elle a à jouer dans, quelque part, rendre possible ces équilibres ou bien lutter contre des déséquilibres, qui fait que, par exemple, je crois plus qu'ailleurs, en tout cas plus que ce que j'ai vu ailleurs, moi, les régulations en fait, qui veillent à ce qu'on mette voilà, que les quartiers soient mixtes, qu'on ait des logements de différents types, qu'on évite en quelque sorte les ghettos, qu'on desserve d'espaces publics inclusifs la plus grande partie du territoire, pour moi, fait partie, je crois, quand même d'une compréhension de cette question de la justice. Alors, moi, j'aimerais bien que vous parliez, parce que franchement, vous pouvez vous prévaloir d'un exercice grandeur nature avec tout l'Ouest lausannois. Vous avez été une des chevilles ouvrières de ce qui s'est passé dans l'Ouest lausannois. Et là, vous avez mis à l'épreuve, je dirais, cette notion de mobility justice. Absolument, c'est-à-dire l'Ouest lausannois, au moment où le Conseil d'État a tiré un frein pour dire stop, ce développement-là n'est plus possible. Finalement, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a réussi à passer une étape où il se projetait dans, disons, je ne sais pas si on veut parler d'investissement dans des infrastructures de transport, mais en tout cas, l'Ouest lausannois était, sur des secteurs entiers, un territoire sous-développé dans le sens qu'on n'offrait même pas le bus, ni le soir, ni le week-end aux gens qui habitaient ici. Donc, qui est obligé en fait à avoir une voiture, et si on n'a pas de voiture, on ne se déplace pas. Donc, je dirais dans le développement de l'Ouest lausannois, il y a effectivement d'avoir amené ou redimensionné la gare de Renan de telle sorte à ce qu'on puisse aussi avec une poussette accéder au quai. Je pense que c'est une manière de rendre une sorte de justice et d'accès à tout le monde. Ça a mis le temps, mais voilà, c'est une expérience, c'est un exemple rétrospectif. Vous avez fait avec votre recherche de Postcard World, là on est dans un exercice de prospective, un exercice de, voilà, comment dire, vous avez élaboré plusieurs scénarios. Est-ce que la notion de mobility justice a joué un rôle lorsque vous avez justement dessiné ces différents scénarios ? Oui, alors je dirais qu'elle a joué un rôle quand nous avons décidé de nous pencher sur la région entre Genève et Lausanne, plutôt la ville-territoire entre les grands centres. Ce qu'on appelle la métropole lémanique. La métropole lémanique, voilà. comme un territoire test. Ouais. Peut-être ça va vous surprendre, mais l'idée c'était aussi la suivante. Si dans ce territoire-là, il n'y aura pas autant d'engagement et de moyens mis dans la volonté de faire transiter la mobilité dans une drastique réduction de la voiture telle qu'on l'observe dans les centres, dans les villes-centres. Le danger, c'est que ces territoires-là se trouvent de plus en plus confinés dans une condition de suburbanisation. C'est-à-dire, pourquoi une partie du territoire ne serait pas, elle aussi, digne, disons, d'une attention vers une décarbonisation que l'on considère souhaitable et vertueuse. Donc, c'était un peu ça au début. Évidemment, il y a après d'autres mesures et d'autres proportions avec des injustices peut-être beaucoup plus tragiques dont la professeure Scheller nous a parlé. Mais évidemment, nous, on s'attaque à nos territoires et à nos injustices aussi. Donc, ça, il y avait une raison à ça. Et puis, donc ensuite, dans la manière dont nous avons aussi proposé des esquisses des réaménagements des grandes structures territoriales, c'est des esquisses, c'est des hypothèses très ouvertes, nous avons quand même veillé à ce qu'à chaque scénario, qui dans un cas maintenait un niveau de mobilité actuel, mais par d'autres moyens, ou qui dans d'autres allait vers une drastique réduction de la mobilité, mais qui en même temps soit assuré des accessibilités quotidiennes de l'ordre du rayon de 15 minutes, à ce que
de toute façon, les valeurs d'une mobilité active accessible finalement, à toute la population soient garanties. C'est un peu ça, je dirais, la manière dont je vous répondrai. Après, on pourrait parler aussi d'autres questions plus environnementales, mais Oui, après. d'accord. Oui. Voilà, professeur Scheller, voilà, on est sur des questions ancrées, je dirais, localement ici en Suisse. Évidemment, vous avez une approche globale. J'aimerais peut-être vous poser la question, ce call for action que vous lancez aux architectes, aux ingénieurs civils, aux ingénieurs des transports. En général, comment est-ce qu'ils répondent à cette injonction? Quel type de réponse, what kind of response do you have when you throw this call for action? You know, it's a bit intimidating. Well, I mean, I think one of the important issues is what is the role of universities and educators in fostering the next generation of architects, of engineers, of planners, because it's partly how we're trained to think. And we're trained in separate, not just disciplines, but specialties within each discipline. So the specialists in transportation are different than the specialists in, for example, metals mining or industrial processes. And I really hope that our schools of architecture, planning, engineering, and all the STEM subjects will bring in a more comprehensive view, a more kind of systems design and systems thinking, right? What is our Earth system? How has it been designed? That's why I talk about the planetary scale, so that it's not enough to just focus on our, bicycle paths or our electric vehicles or a piece of the transportation infrastructure. We need our thinkers and our doers to look at the big picture. Si je vous comprends bien, vous ne pensez pas qu'on va régler les problèmes climatiques avec les voitures autonomes? Definitely not. No, I do not think that. And in Ok, fact, it d'accord. worries me. Donc pas de solutionnisme technologique. Right. Paula Vogg, voilà, vous êtes, en master à l'ENAC. Est-ce que vous avez l'impression de recevoir une formation transversale, compréhensive, qui vous fait sortir de cette pensée en silo? Alors, je pense que j'ai la chance d'avoir choisi un peu un chemin spécifique. J'ai fait génie civil en bachelor et en master, je me suis orientée vers transport. Et j'ai fait aussi le mineur interdisciplinaire développement territorial et urbanisme. Et je trouve dans ce mineur, on a pu choisir beaucoup de cours du coup transversales avec les architectes, avec les ingénieurs environnement. Et pour moi, spécialement ces cours avec le laboratoire L'Azur, donc de sociologie urbaine, m'a beaucoup aidé de pas seulement penser à ce que nous, en tant qu'ingénieurs de transport, on veut construire des routes, des pistes cyclables, des chemins de fer, etc., des modes qui sont durables, mais aussi de penser derrière, c'est quoi le sens et qu'est-ce qui sont les besoins. Est-ce que c'est, si je construis une piste cyclable justement pour une partie, et après tout d'un coup il n'y a plus de piste cyclable, ça n'a aucun sens parce qu'on met encore en plus en danger le cycliste. Du coup des réflexions comme ça de connectivité, de besoins, aussi qu'est-ce qui est la démographie, tout ça c'est important en fait aussi de connaître en tant qu'ingénieur de transport. Et pour moi, je pense que j'ai eu une très très bonne éducation à l'EPFL en choisissant ce mix entre donc le côté technique du génie civil et avec les ajouts de ce mineur interdisciplinaire. Donc vous, si j'ai bien compris, vous conseillez aux vos amis, vous êtes baloise, hein, Oui. de venir faire leurs études à l'EPFL. Oui, Oui. j'ai conseillé à mes amis D'accord. baloises de venir à l'EPFL. Et ce principe de mobility justice, est-ce que ça vous parle? Ça vous semble même évident ou ça vous semble un peu compliqué à mettre en œuvre?
Oui, alors au début, j'avais un peu des difficultés de comprendre. C'est ce que vous voulez dire avec le mobility justice, mais c'est exactement ça. C'est ce que nous, on doit mettre en place. C'est des modes de transport qui sont accessibles et du coup, on doit justement penser, par exemple aussi dans nos simulations et nos collections de données, qui on a considéré comme profil de gens. Est-ce qu'on a aussi pensé à des gens qui ont des autres moyens, qui ont des autres backgrounds? Donc, ouais, je suis absolument d'accord sur ce sujet qu'il faut l'implémenter à tout point. Quelles sont les tendances à l'œuvre, hein? On revient donc à notre question générale, la mobilité, quel avenir pour la mobilité et le territoire face au défi de la durabilité? Quels sont les trends à l'œuvre? La densification, si oui, à quelles conditions? Est-ce qu'elle va de pair avec la qualité de vie des habitants? Hein, c'est une des grandes questions que se posent les urbanistes. Ariane Widmer, est-ce que c'est la densification un trend destiné à s'amplifier encore? Je vous dis ça, je viens de visiter les plaines du Loup. Alors, c'est pour ça que je vous pose la question quand même avec, un avis mitigé sur la question. Mais bon, parenthèse refermée. Donc, disons, le mot densification, et même, je pense que l'idée, elle est beaucoup et infiniment trop courte. Je pense que ce qu'il faut comprendre en fait dans la tendance actuelle, c'est qu'on a un souci, je crois même assez largement partagé, d'économiser le sol, qui est notre ressource, une ressource finie, et donc d'éviter de continuer à se développer à l'extérieur signifie effectivement qu'on va plutôt dans des territoires déjà entamés, déjà souvent même abîmés, devoir retrouver un processus qui est pas un processus de densification tout court, mais c'est un processus qui a une capacité de régénérer. Vous avez aussi utilisé, Madame Cher, le terme de réparer, et je crois que ça, disons aujourd'hui, en poursuivant le développement urbain qu'on est en train de faire, puisqu'en fait la population est toujours en train de croître, donc nous devons trouver des endroits où nous pouvons loger, créer des écoles, des services, etc. Donc ça va se faire, et ça se fait aujourd'hui, et je crois que cette idée-là, elle s'est bien implantée vers l'intérieur, donc vers les territoires déjà occupés par l'homme. Et puis, dans cette idée très générale, aujourd'hui s'installe, je crois très clairement, l'idée de cette ville du quart d'heure ou de la ville de la proximité, où au quotidien, je peux en fait faire mes déplacements, de nombreux déplacements de mon quotidien à pied. Ok, cette question-là, mobilité, plus vite, plus loin, ou au contraire, plus proche, moins vite, donc tendanciellement une tendance à la sédentarisation. Elena Cogato et Paula Vogg. Oui, alors, mais est-ce que c'est la tendance majoritaire qui nous importe, ou est-ce que c'est plutôt ce qu'on considère les weak signs, les signaux faibles de phénomènes de changement qui sont peut-être petits, mais qui en fait sont très, très porteurs effectivement de possibles de développement. C'est ce que les directeurs du Years Institute nous disaient aussi ce matin. Donc on a besoin peut-être davantage de mettre l'accent sur des trajectoires de changements exemplaires qui sont peut-être vraiment microscopiques, mais sur lesquels finalement construire. Donc je souscris complètement aussi à tout ce que tu as évoqué, Ariane, tout à l'heure sur les changements, mais aussi si finalement, même dans l'arc lémanique, tout le monde expérimente tous les jours une augmentation des bouchons dans l'autoroute, et on a le sentiment que la circulation augmente. Mais finalement, quand on regarde d'une manière inverse les statistiques, et on observe que le nombre de voitures par personne a diminué, le nombre d'abonnements généraux au train a augmenté, qu'il y a des usages qui sont en train de parler d'un autre changement, ce n'est peut-être pas les grands trends, mais c'est vraiment les signaux prometteurs. Donc, c'est un peu une attitude que nous avons aussi en observant les territoires, à essayer de saisir des signaux porteurs de changement. Oui, voilà. Même si on est tout aux prémices, non? Excellent, Paula Vogg. Alors moi, ça me fait penser à un projet aussi développé à l'EPFL qui s'appelle Hyperloop et qui est une nouvelle technologie de transport pour transporter des gens très très vite dans un sorte de train en vacuum.
d'une ville à une autre. Et en fait, on pense, ben, c'est super, on va basculer des gens des voitures dans ce nouveau mode de transport parce que c'est super vite et du coup beaucoup plus efficace que la voiture et aussi durable, donc on pense c'est bien. Mais par contre, on a de nouveau des effets rebonds où, comme ce matin, Peter Messali il a dit, donc on améliore une chose, comme un SDG, on développe un nouveau mode de transport, mais de l'autre côté, on a aussi des trade-offs, comme par exemple, on aura des pressions augmentées sur des villes qui deviennent du coup des hubs parce qu'ils sont super bien connectés, et donc ça peut augmenter les loyers, par exemple, ça peut encore augmenter aussi la pression sur les routes dans ces villes, donc plus de congestion. Donc il y a de nouveau cette balance à trouver de améliorer la mobilité, d'aller plus vite ou plus loin, et d'autre côté de penser à cette justice, de pas donc de trouver des pesée d'intérêt, aussi. au fond, c'est souvent d'ailleurs une pesée d'intérêt. Merci à Mimi Scheller, merci à nos 3 panélistes. Et on se retrouve à 16h précises pour la table ronde avec les doyennes et les doyens. À tout à l'heure.